on part en direct. J'espère que tout le monde m'entend. Tac, tac, tac. Je vais inviter Pauline dès qu'elle arrive en direct. Je vous laisser le temps d'arriver en direct pour parler. Hop. Hello, hello, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on va parler avec Pauline, ça va être un sujet super sympa, super intéressant en tout cas, pour savoir à qui appartiennent les articles de blog que tu délègues. Donc dites-le moi, surtout, est-ce que vous m'entendez bien? Je ne sais pas parce que j'ai mis mes écouteurs et j'attends que Pauline arrive pour pouvoir l'inviter, qu'on puisse commencer ensemble. Ah, la Pauline, hop. Tac, tac, tac. Ah, trop bien, elle m'a fait l'invitation. Ah, ça va être bon, normalement, pour que Pauline nous rejoigne et qu'on puisse discuter du sujet qui nous intéresse. Ah, coucou Pauline, Coucou Sandra, ça va? est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends nickel. Toi aussi? Est-ce que tu me vois bien? Oh oui, je te vois. Je suis pas trop coupée. Hop, Non, non, nickel. bah moi écoute, je t'entends bien, je te vois bien, c'est cool. Hop, Ok, si super. jamais il y a un problème, n'hésitez pas à nous dire, je vais monter le son. Hop. Donc du coup, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de live, je suis contente. Moi Avec aussi, je suis toi, trop ça contente. va. Du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on allait parler aujourd'hui du sujet des articles de blog et de savoir à qui appartiennent les articles de blog quand on les délègue. Donc, on est une cliente, on délègue sa création de contenu sur son blog et on ne sait pas si les articles sont à nous, sont à la rédactrice, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Donc, c'est le sujet qu'on allait aborder avec toi aujourd'hui, Pauline. Euh, du coup, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne connaissent pas avant qu'on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Ok, ça marche. Merci Sandra. Alors du coup, donc moi je suis Pauline. J'ai deux activités. La première, c'est de proposer des modèles de contrats personnalisables en ligne. Parce que je suis juriste de profession, juriste en droit des affaires. Et du coup, j'ai un site qui s'appelle Pauline Woods Office. Ça, c'est ma première activité. Et ma deuxième activité, c'est un site de e-commerce qui permet de personnaliser ses sachets de thé, soit pour offrir à ses proches, soit comme objet marketing lorsqu'on est une entreprise et qu'on souhaite communiquer sur son entreprise ou sa marque. Et donc, du coup, j'ai un deuxième site qui s'appelle Ma Tasse de thé. Et au total, ça fait deux sites sur lesquels, bien sûr, j'ai des articles de blog, articles de blog que je délègue à qui? À toi, Sandra, du coup. Voilà. On avait déjà fait un live dans ce sens-là d'ailleurs pour parler plus de ma tasse de thé, mais là on va rester plus sur le côté juridique. Ouais. Et en plus j'ai eu la question, je crois la semaine dernière, quelqu'un m'en a parlé, une cliente m'en a parlé, donc en plus je trouvais que ça tombait bien parce qu'on avait prévu le live depuis un petit moment quand même, Ouais. mais qu'on puisse aborder le sujet ensemble. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit là, soit plus tard dans les commentaires et Pauline et moi on passera dessus pour pouvoir y répondre. Donc, pour remettre un petit peu le contexte, quand on est une cliente, on va choisir une rédactrice, on va souvent soit lui donner le sujet, soit lui imposer un sujet, etc. Et on la laisse libre cours, à peu près normalement ou avec un brief, écrire un article de blog qu'on intègre soi-même ou que la rédactrice intègre sur le site. Et souvent, du coup, le mélange de la propriété, on ne sait pas trop en fait à qui est la propriété intellectuelle puisque c'est sur notre site qui nous appartient, mais à la fois c'est à nous qui l'avons rédigé, etc. Et avant de rentrer un petit peu plus dans les questions là-dedans, je me demandais si tu pouvais un petit peu nous dire en quelques phrases et que ce soit assez simple et tout, qu'est-ce Ouais. que c'est que la propriété intellectuelle en fait? Ça marchait pas de souci. Alors effectivement, la propriété intellectuelle, on y pense lorsque, par exemple, on parle d'images, de musique, de films, d'art. On sait qu'il y a de la propriété intellectuelle, qu'il y a des droits de propriété intellectuelle qui s'appliquent sur toutes ces créations. Et on peut penser que ça ne s'applique pas aux articles de blog, alors que lorsqu'un texte est écrit de manière originale, il est protégé par le droit de la propriété intellectuelle. Euh, Parce que c'est une œuvre de l'esprit, c'est-à-dire que toi, Sandra, quand tu écris les articles de blog, eh bien, tu fais appel à ta créativité, tu
tu donnes de ta personnalité dans l'écriture des textes, etc. Et c'est ça qui rend le texte original et qui fait que c'est une œuvre de l'esprit. Et le code de la propriété intellectuelle, la loi sur la propriété intellectuelle dit que une œuvre, c'est une création originale de l'esprit de son auteur. D'accord, super intéressant. C'est vrai qu'on y pense souvent parce qu'on voit le petit truc copyright avec le petit T là, machin. Donc on y pense souvent sur les images, sur les banques d'images libres de droit par exemple sur Internet et tout, mais on pense pas forcément que les articles en fait sont soumis aussi à la propriété intellectuelle. Exactement. Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est que pour qu'un article soit une œuvre de l'esprit, soit une création originale, il faut qu'il soit concrétisé. C'est-à-dire que les idées d'articles de blog ne sont pas des œuvres parce qu'elles ne se sont pas encore concrétisées dans un article en tant que tel. Donc ça, c'est aussi intéressant de le dire, voilà, de savoir qu'il faut que l'article soit écrit, qu'il soit original pour être considéré comme une œuvre de l'esprit. Et du C'est super intéressant parce que des idées, en fait, dans les rédactrices, sur un marché d'une cliente, voilà, si c'est une cliente, je sais pas si c'est une photographe par exemple, bah, les rédactrices vont avoir ou les clientes vont avoir des sujets communs en idées forcément, surtout si elles ont un marché, une cible qui est commune, etc. Et c'est intéressant de dire qu'il y a une différence quand même entre le fait qu'on ait la même idée et le fait qu'on puisse proposer du coup un texte sur la même idée, mais de façon originale chacune. Et du coup, c'est deux propriétés intellectuelles différentes, quoi. Exactement. Les idées ne sont pas soumises au droit de propriété, et là plus précisément au droit de propriété intellectuelle. Les idées sont libres à toutes et tous et libres d'exploitation comme on le souhaite, tant que ça se concrétise pas en une œuvre originale. Donc ça, c'est hyper important. J'y avais jamais pensé. Comment? J'y avais jamais pensé, tu vois, Et à oui, l'idée. mais c'est vrai qu'en fait, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire que, ok, on a une idée, c'est bien, mais il faut la concrétiser pour que ça devienne une œuvre. Donc ça, c'est le b.a.-ba. Ensuite, lorsqu'on a concrétisé ça dans un article de blog, qu'on a délégué à une rédactrice web, parce que nous, on se met du côté des clientes, il faut savoir que le droit de la propriété intellectuelle, il y a plusieurs droits. Il y a le droit des marques, le droit des brevets, le droit d'auteur. Et là, ce qui nous intéresse, c'est le droit qui protège les articles de blog. Et concrètement, c'est le droit d'auteur. D'accord. Et le droit d'auteur, ce qu'il dit par rapport aux œuvres de l'esprit, c'est que les œuvres de l'esprit appartiennent à leurs auteurs et à leurs autrices. Quand je dis autrice, parce que bon, là, toi, tu es rédactrice web, donc je féminise le terme. Donc, tu es autrice des articles de blog que tu rédiges pour le compte de tes clients. C'est hyper intéressant et du coup, ça allait à ma deuxième question, à savoir du coup à quel moment est-ce que l'article appartient toujours à la rédactrice, à l'autrice. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que quand je le rédige, l'article il est à moi, à moi, la rédactrice. Et du coup, est-ce qu'il m'appartient toujours ou est-ce qu'il y a un moment où il appartient à ma cliente? Est-ce que tous les articles que j'ai rédigés, franchement, mes clients pressés jusqu'à la fin, je voudrais pas à mes clients Non, dès le départ, mais super intéressant oui, de savoir est-ce que mes articles sont à moi avant qu'on aille voir, parce que je sais qu'il y a des petites dérives, enfin il y a des petites spécificités, etc. Mais juste là, globalement, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, savoir est-ce que l'article m'appartient toujours et est-ce qu'il y a un moment où il appartient à ma cliente, quoi. Alors, autre règle de base, c'est qu'effectivement, c'est pas parce qu'on commande un article de blog en tant que cliente auprès de sa rédactrice web que cet article de blog nous appartient du simple fait qu'on ait passé commande. Il faut savoir que lorsque je te délègue la rédaction de mes articles, tu es la propriétaire des articles. Je deviens propriétaire parce que j'ai signé TCGV dans lesquels tu viens me céder les droits de propriété intellectuelle sur les articles que tu as rédigés pour moi. Mais s'il n'y avait pas cette clause dans TCGV, tu resterais propriétaire et c'est pas parce que moi je t'ai commandé la rédaction de ces articles-là que je deviens propriétaire. Globalement, c'est-à-dire que si dans mes CGV, je cède pas les droits de propriété à ma cliente, je suis propriétaire, même si elle a payé l'article, s'il est sur son site, etc., etc. Exactement, tu gardes la propriété intellectuelle du droit, par exemple, de copier, d'exploiter, etc. On y reviendra tout à l'heure sur plus précisément. Ouais, parce qu'il y a quand même des spécificités là-dessus. Exactement, mais en tout cas, c'est exactement ça. Il n'y a pas de cession automatique.
il faut qu'il y ait un écrit qui vient définir clairement la cession des droits pour que la propriété, elle soit transférée, la propriété intellectuelle soit transférée de la rédactrice web à la cliente. C'est super intéressant parce que en tant que cliente, ça veut dire que ce qui est bien, c'est est-ce que votre rédactrice, votre rédacteur a des CGV? Oui. Et qu'en est-il de la propriété intellectuelle, de la mention de la propriété et la cession, Oui. cession, La cession. de la propriété intellectuelle dans les CGV. Ça veut dire aussi que si vous n'avez pas signé de CGV, alors des fois c'est vous avez un devis des CGV à part et des fois vous avez un contrat et à la fin du contrat vous avez les CGV. Ça peut être, si je me trompe pas, je ne veux pas dire bêtises, ça peut être sous différents formats. Mais en tout cas, est-ce que vous avez signé quelque chose avec votre rédactrice, votre rédacteur, et c'est intéressant pour vous d'aller voir. En plus, c'est pas forcément. Enfin, j'ai fait un appel découverte ce matin et c'est vrai que on parle de plein de choses. Oui. Je parle de certaines clauses de mes CGV, mais je ne parle absolument jamais de la propriété intellectuelle en fait. C'est vrai que, à part si on me le demande, quoi. Alors effectivement, excuse-moi. Pour le coup, toi, par rapport au CGV que tu as, tes clientes et les personnes qui seraient intéressées de travailler avec toi à l'avenir peuvent être rassurées sur le fait qu'effectivement, même si tu n'en parles pas en découverte, pardon, hein, si tu, même si tu n'en parles pas en rendez-vous, non mais je reçois un appel que je décline. Du coup, si tu n'en parles pas en rendez-vous découverte, le simple fait que tu fournisses tes CGV avec ton devis et que tu les fasses accepter à tes clientes, du coup, elles sont protégées par la clause de cession de propriété intellectuelle que tu as dans tes CGV. Donc, voilà, elles peuvent En fait, je me dis que c'est vraiment intéressant parce que en appel découverte, il y a plein de sujets qu'on aborde avec nos clientes, mais en tant que cliente, moi aussi, parce que moi, j'ai pensé beaucoup, là, on parle des articles de blog, mais j'ai pensé beaucoup aussi aux photos quand on fait une séance photo professionnelle. C'est vrai que souvent, je regarde les clauses, par exemple, quand est-ce que les photos m'appartiennent, jusqu'à quand, des fois, il y a un délai d'exploitation, etc. Donc, je regarde tout ça très précisément. Et c'est vrai qu'avec mes clientes, on me pose souvent les facturations, comment, par exemple, on peut arrêter le contrat ensemble, est-ce qu'il y a une période d'engagement, des choses comme ça, un petit peu ou relatifs à la facturation et tout. Oui. Mais on pense pas forcément, en fait, je pense que dans la tête des clientes, automatiquement, une fois que tu as envoyé presque par mail ou que tu as mis sur Notion l'article ou que tu l'as intégré sur le site, en fait, je pense que les clientes se disent automatiquement, puisqu'il est sur mon site, oui, puisqu'elle me l'a envoyé, c'est arrivé sur ma boîte mail, c'est mon article. Exactement. Et en fait, c'est vrai que ce que tu dis, c'est que les clientes ont en tête des sujets qui sont importants, hein, tout ce qui est facturation, durée, résiliation, etc. C'est des sujets hyper importants, mais que la propriété intellectuelle, c'est un sujet tout aussi important quand tu délègues tes articles de blog. Oui, c'est super important. Ça veut dire aussi que ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention à ce qui est prévu dans votre contrat ou dans les CGV avec votre rédactrice, de vous poser la question aussi. Et ça veut dire aussi, je fais une petite aparté, mais que quand vous achetez un article de blog, qu'il est sur votre blog, mais par exemple que vous réglez pas votre facture ou des choses comme ça, l'article n'est pas à vous. En fait, vous êtes en train d'exploiter sur le web un contenu qui ne vous appartient pas, en fait. Donc ça, c'est aussi important de se le dire. Exactement. Et là, on tombe pour le coup dans la violation des droits d'auteur. Voilà. Donc ça, c'est un petit aparté à côté. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, Sandra, si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire. Alors, donc on a parlé du fait que c'était hyper important d'avoir en tête que la cession n'était pas automatique, la cession des droits, et que après, tout dépend comment c'est mis dans les CGV. C'est-à-dire que tu peux prévoir dans tes CGV que la propriété est transférée au moment de la livraison de chaque article. Par exemple, toi, quand tu mets dans Notion, quand tu programmes l'article sur mon site internet, ça pourrait être à ce moment-là. Ou bien, comme tu l'as aussi indiqué, ça peut être aussi au moment du paiement, lorsque le paiement est complet par rapport à l'article qui a été rédigé. C'est-à-dire que tant que le paiement n'est pas effectué à 100%, l'article n'appartient pas à la cliente. C'est important de le préciser. C'est mon cas, je crois. Exactement. Et dernière chose, l'étendue de la cession. C'est-à-dire que tu peux céder tous tes droits de propriété intellectuelle, et on y reviendra un petit peu après sur sur une nuance qui sera quand même à apporter. Tu peux céder tous tes droits de propriété intellectuelle ou seulement une partie. Là encore, ça dépend de ce qui est écrit dans ta clause de cession qui est dans tes CGV ou dans ton contrat. Donc ça répond totalement à notre première question, si jamais vous venez d'arriver, etc., qui
qui était à quel moment déjà à qui appartient l'article au départ et à quel moment est-ce qu'il appartient toujours au rédacteur, à la rédactrice et à quel moment il appartient à la cliente. Donc, pour résumer un petit peu la réponse à ce premier truc, c'est que l'article, il appartient d'abord à la rédactrice, au rédacteur. Principalement, c'est lui qui a la propriété intellectuelle et s'il n'y a aucune clause ou s'il n'y a pas de CGV, il appartient toujours au rédacteur ou à la rédactrice. Et ensuite, ça va dépendre des clauses qui sont dans les CGV que vous avez dû valider avec votre prestataire. Donc là, La clause de cession la cession de j'ai toujours envie de dire la cession. La cession de la propriété intellectuelle peut intervenir à différents moments de votre collaboration. Ça dépend vraiment de ce qui est sur les CGV. Donc, c'est vraiment important de lire ces CGV. Comme Pauline le disait, ça peut être au moment où vous recevez l'article, au moment où l'article est publié sur votre site, au moment où vous payez l'article, etc., etc. Mais ça va être, voilà, il n'y a pas de. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'article, il appartient à la rédactrice et qu'ensuite, pour les modalités de savoir à quel moment il vous appartient à vous, eh ben, il faut aller voir dans les CGV pour être informé. Mais c'est pas au moment où on vous livre forcément qu'il est à vous et souvent on ne le sait pas. Donc ça, c'est la première chose que je voulais aborder avec toi, Pauline. Ouais. Et la deuxième, donc là, on se dit, l'article, il est à la cliente. Il est à la cliente. Et alors, est-ce qu'il a le droit de tout faire avec cet article maintenant que la propriété intellectuelle est à lui? Il a récupéré l'article, il sait que c'est lui qui a la propriété intellectuelle. Est-ce qu'il a le droit de tout faire avec cet article? C'est-à-dire, est-ce qu'il a le droit de revendre l'article à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il a le droit de réutiliser une partie de l'article dans sa communication, même sur Instagram, dans ses newsletters? Est-ce que je peux cliquer un bout de l'article pour le mettre dans la newsletter? Est-ce que je peux le mettre sur un panneau publicitaire? Est-ce que je peux découper l'article en 10 fois? Enfin, voilà, un petit peu des trucs. J'essaie de rentrer un petit peu plus dans le concret de ce qu'on pourrait faire avec un article de blog. Sûr. Mais une fois que j'ai la propriété intellectuelle de mon article, est-ce que j'ai le droit de le réutiliser comme je veux? Alors, du coup, super question, hyper intéressante parce que justement, elle est très concrète. C'est-à-dire que il suffit pas d'avoir une clause dans ces CGV pour dire c'est bon, j'ai les droits, je fais ce que je veux. En fait, le droit de la propriété intellectuelle est très exigeant par rapport au contenu de cette clause. Tous les droits qui ne sont pas cités dans la clause ne sont donc pas cédés. La rédactrice web garde les droits qui ne seraient pas explicitement cédés, donc mis par écrit dans cette clause, comme quoi ils sont cédés à la cliente, que ce soit à la livraison ou au paiement. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les droits de propriété, les droits d'auteur sur un article de blog, ils se distinguent entre les droits moraux, qui resteront toujours rattachés à l'auteur, c'est-à-dire donc à la rédactrice web, pardon, et les droits patrimoniaux qui sont ceux que l'on cède, par exemple le droit de reproduire, le droit de rendre public et d'exploiter l'œuvre. Voilà. Et du coup, ça, c'est droits patrimoniaux. Donc, la rédactrice web peut les céder et en fonction de ce qui est écrit dans les CGV, encore une fois, eh ben, faudra respecter ce qui est écrit parce que si ça n'est pas écrit, ça veut dire qu'on n'a pas hérité de ce droit-là. Et pour revenir sur les droits moraux, ce que la rédactrice web garde, c'est le droit de divulgation, c'est-à-dire premièrement le fait qu'elle soit d'accord pour divulguer, pour rendre public son œuvre, mais aussi le droit d'être citée, c'est-à-dire que toi, Sandra, pardon, si tu me dis Pauline, je veux être citée sur tous tes articles, je ne peux pas refuser, c'est ton droit, qui en plus t'est rattaché jusqu'à ta mort, et après, tes héritiers héritent de ces droits-là, de dire ma mère, je veux qu'elle soit citée sur tous ces articles. Donc, c'est quand même intéressant de le savoir parce que c'est un droit inaliénable. Coucou Marion. Et du coup, c'est un droit que tu peux revendiquer, mais tu peux aussi faire le choix de rester anonyme. Toi, c'est ton cas. Tu laisses cette liberté-là à tes clientes de mettre leur nom en tant que personne à l'origine de la publication des articles de blog, ou alors même tu peux utiliser aussi un pseudonyme. Et aussi, Sandra, dans les droits de propriété, dans les droits moraux que tu as, c'est le fait qu'on respecte ton œuvre. C'est-à-dire que moi, Pauline, je ne peux pas utiliser tes articles de blog, les articles que tu m'écris pour, par exemple, je sais pas moi, faire la promotion de la haine sur Internet
tenir des propos injurieux, parce que ça ne respecte pas la dynamique dans laquelle tu as créé l'œuvre et pour toi, ça serait un manquement en fait au respect de ton œuvre à toi. Et pour finir, le droit moral a aussi comme particularité qui est liée donc à la rédactrice web le fait de pouvoir se repentir, c'est comme ça qu'on l'appelle, ou le droit du retrait ou de repentir, qui est le fait de dire à un moment donné, bah, écoute, je ne veux plus que mon œuvre soit diffusée, soit accessible au public, donc je souhaite qu'elle soit retirée. Et donc, même si tu as cédé tes droits patrimoniaux à tes clients, même si les clientes, elles ont signé les CGV qui protègent le fait qu'elles puissent exploiter ensuite comme elles le souhaitent, etc. Et ben, si toi, à un moment donné, tu viens me voir en me disant, Pauline, enlève s'il te plaît cet article-là, il ne me ressemble plus, je veux le retirer, et ben, je dois t'écouter, je dois respecter ce droit-là. Donc, c'est important de garder en tête qu'on a les droits moraux que la rédactrice web garde, même si dans les CGV, on a la cession des droits, et les droits patrimoniaux qui sont ceux cédés, et donc qu'il faut impérativement bien indiquer dans la clause de cession, parce que si il manque un droit, et ben, du coup, ce droit-là ne sera pas cédé à la cliente. Et ce qui est important un petit peu, c'est aussi de revenir dans du concret, c'est-à-dire que évidemment qu'on a le droit de communiquer sur cet article de blog. Les clientes ont la propriété intellectuelle, c'est-à-dire que faire un post Instagram en citant l'article, en prenant des parties de l'article, en rattachant le post à l'article, communiquer en story sur l'article, partager sur Pinterest son article, en parler dans la newsletter, faire un lien avec l'article. Citer une partie de l'article dans sa newsletter, etc. Ça rentre pas dans le cadre de ce qu'on a dit et heureusement, et j'espère que vous avez ce droit-là de la part de votre rédactrice, parce que sinon, quel intérêt de faire un article si vous pouvez pas le partager, etc. Par contre, ce que ça veut dire clairement, c'est que vous n'avez pas le droit, par contre, de vendre cet article à quelqu'un d'autre, puisque la propriété intellectuelle de base ne vous appartient pas. Donc, vous ne pouvez pas vous dire, bah, cet article, j'en veux plus, mais j'ai une collègue qui fait presque pareil, je lui vends cet article. Vous pouvez pas. Alors, tout dépend ce qui est prévu dans les CGV. Encore une fois, tu peux exploiter. Bah, si la rédactrice les a autorisés à exploiter. Mais de base, exactement. Voilà. De base, ils peuvent pas le faire s'ils n'ont pas l'autorisation d'exploiter et de revendre, etc. Et par contre, est-ce qu'ils peuvent l'utiliser à titre commercial? Par exemple, je fais une page de vente, je vends un produit, un article qui s'y réfère, je veux reprendre des textes ou une partie de l'article dans ma page de vente. Est-ce que je peux le faire? Eh bien, écoute, encore une fois, si les CGV prévoient que tu as le droit d'exploiter l'article à des fins publicitaires, à des fins de promotion d'un produit ou d'un service, pour l'adapter en podcast, pour l'adapter Ah oui, super intéressant ça, le podcast. J'avais pas pensé. Est-ce que je peux faire un podcast de ma rédactrice m'écrit un article de blog, est-ce que moi je peux en faire un podcast derrière? Super intéressant ça. Si les droits d'adaptation sont cédés, tu peux donc adapter comme tu le souhaites, parce que la rédactrice web t'a cédé les droits d'adaptation. Et si tu veux exploiter commercialement en faisant justement la pub de tes produits et services, etc., en prenant des extraits de l'article, etc., et ben si la rédactrice web t'a cédé les droits d'exploitation, ben, tu as le droit de le faire aussi. C'est hyper intéressant parce que le podcast, j'y ai pas pensé, mais c'est un sujet qui revient et on a beaucoup de clientes dans l'autre sens, par contre, qui font des podcasts et qui demandent à ce qu'on les retranscrive ou qu'on en produise un article lié au podcast. Mais j'ai jamais eu, en tout cas moi dans mes clientes, le cas d'un article de blog à moi qui servirait de podcast. Mais c'est intéressant de savoir en se disant, bah je veux. On parle beaucoup de réutilisation, de recyclage de nos contenus, etc. Donc est-ce qu'on peut recycler des contenus qui sont pas notre propriété intellectuelle à la base? Et du coup, c'est hyper intéressant de se dire qu'on peut, mais sous conditions particulières. Et ça m'amène à le troisième sujet que je voulais aborder avec toi. Une bestiole qui me passe devant. Bien sûrement. C'était, ça va être même la quatrième. Moi, je suis à la quatrième. Plutôt ouais, moi aussi, en fait. C'était parce qu'on a parlé. En fait, ça paraît. Je trouve que quand on parle un petit peu comme ça paraît peut-être un peu négatif côté cliente en se disant, bah en fait, j'ai pas beaucoup de droits.
Donc le truc, c'était de me dire comment, en tant que cliente, on peut protéger ses droits sur les articles. Ouais. Moi, j'achète un article, je voudrais pouvoir, ce qui est tout à fait compréhensible, l'exploiter dans le cadre. Évidemment, on parle dans un cadre bienveillant, respect des valeurs, etc. Ouais. On part pas dans des cas extrêmes aujourd'hui, mais j'aimerais l'exploiter dans le cadre de mon entreprise, de mon business. Comment je fais pour protéger mes droits sur les articles que j'ai achetés et et pour pouvoir les utiliser de façon optimale par rapport à mon entreprise, quoi. Alors, effectivement, donc si on reprend les CGV, alors donc on disait que tout dépend du contenu de la clause de cession qui est dans les Attends, CGV. je te coupe juste une fois. Donc du coup, on va reprendre juste avant. Ouais. Donc la première chose, en fait, la première chose pour pouvoir exploiter, etc., c'est de vérifier que la prestataire a des CGV. Très bon réflexe, Sandra. Attends, alors on commence de là et après. Alors, effectivement, comme on le disait, c'est-à-dire que si la prestataire, si la rédactrice web n'a pas de CGV, du coup, je me demande bien dans quel document elle met la clause de cession des droits. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de CGV, potentiellement, il n'y a pas de clause de cession des droits. Donc, potentiellement, il n'y a pas de cession tout court des droits. Donc, la rédactrice web reste propriétaire des articles de blog, quand bien même tu les as commandés et payés. Ah bah, c'était super intéressant. Ce point, tu vois, finalement, on l'avait pas noté, mais c'est super intéressant. Ça veut dire que si votre rédactrice web n'a pas de CGV, vous n'a pas fait valider de CGV, etc., elle reste propriétaire et il n'y a aucune clause. Du coup, il y a il y a aucune petite subtilité ni rien. C'est le droit de base qui s'applique. Et moi, en tant que cliente, je peux pas proposer des CGV à ma cliente sur la cessation de ses droits de propriété, etc. C'est à la prestataire de faire ça normalement. Alors, en tant que cliente, tu peux, mais effectivement, c'est comment dire, les affaires font que c'est le prestataire qui propose son contrat dans Normal, c'est lequel, comme le devis, quoi. voilà, c'est C'est moi qui ça, propose dans le lequel devis tout est à ma adapté. cliente, c'est pas ma cliente qui va me proposer le devis. Donc, le Ça. point le plus important, c'est est-ce que votre collaboratrice a des CGV? Ouais. Est-ce qu'elle vous les fournit? Parce qu'elle peut en avoir et pas vous les fournir, ça c'est un autre débat. Et est-ce que vous les avez validés avant toute collaboration? Est-ce que vous avez validé les CGV? Et d'ailleurs, je fais une petite aparté là-dessus, mais avant de rentrer un petit peu plus du coup dans la réponse à ma question, excuse-moi Pauline, mais les CGV peuvent aussi évoluer au cours de votre collaboration, etc. Donc, si jamais votre rédactrice fait évoluer les CGV, elle est censée, je ne veux pas dire de bêtises, elle est censée vous avertir, Oui. vous fournir et vous fournir les CGV modifiés si si les CGV que vous avez validés sont plus les mêmes. sont plus actuels. Donc, du coup, la rédactrice fournit des CGV, la cliente lit les CGV, les valide ou les valide pas. Une fois que c'est validé, parce que là, on va passer sur le sujet, c'est validé, quels sont les points sur lesquels la cliente doit être attentive pour se protéger, pour protéger en fait son article et pouvoir l'utiliser de façon optimale dans son business. Oui. Alors, ce que je te propose, Sandra, c'est d'abord de répondre à la Marion question de Marion, qui est est-ce que la signature électronique est obligatoire pour valider un devis? Alors, effectivement, on disait le fait d'avoir des CGV, de les communiquer à sa cliente, que la cliente en prenne connaissance. Et l'ultime étape, c'est que la cliente accepte ces CGV. Tu peux l'accepter, Marion, soit en utilisant un outil de signature électronique, et donc ça, comment dire, ça valide le contrat, ça entérine le contrat, il est accepté. Soit tu peux envoyer la version papier un peu plus à l'ancienne, tu fais signer à la main les CGV annexés au devis. Donc, signature électronique, oui. Signature manuscrite, aussi. Ou alors, dernière chose, tu peux aussi faire valider tes CGV si jamais tu proposais une commande en ligne, tu sais, via un formulaire d'achat sur ton site, avec une case à cocher. Ça peut être une autre manière de faire accepter tes CGV. Donc, pour reprendre, il y a la signature électronique, la signature manuscrite, mais aussi la case à cocher, avec bien sûr et l'accès après, aussi. quand on envoie par mail, etc., et qu'on a un retour par mail de bon pour accord, j'accepte les CGV, j'accepte ton devis, etc., je pense que c'est entre les deux. Alors, ça vaut aussi, c'est pas le tip top, mais ça vaut aussi dans le sens où en fait un contrat c'est la rencontre de deux volontés.
La première volonté, c'est celle qui envoie le devis avec les CGV, donc qui est de vendre ses prestations. Et la deuxième volonté, c'est celle d'accepter. Donc, si la personne écrit de manière claire en réponse au devis, en citant le devis avec les CGV, disant bon pour accord pour le devis, à ce moment-là, bah, les volontés se rencontrent et ça crée le contrat. Elle te C'est demande, entériné. Marion te demande déjà si un accord oral fonctionne. Donc du coup, bah non, je pense. Alors, si c'est possible, on peut créer des contrats oraux. Par contre, s'il y a un pépin, eh ben, essaye de trouver les preuves. C'est toujours le problème quand il y a un pépin d'avoir les preuves pour fournir, pour étayer sa version des faits, pour étayer les arguments que tu avances quand tu vas demander à l'autre de respecter ses obligations. Donc, c'est pour ça que l'écrit est fondamental parce que l'écrit, bah, ça laisse des preuves que tu peux ensuite fournir. Et après, la deuxième question, c'est qu'elle te demande si la personne dans son corps de texte par mail te dit je te valide le devis 6 juin, mais qu'elle te renvoie pas le devis signé, mais qu'elle met bien dans le mail je valide le devis. Est-ce que ça suffit pour valider quoi? Alors, encore une fois, c'est alors ça dépend de l'échange, etc. Si tu mets toi en réponse en pièce jointe le devis et que tu dis je te valide le devis 6 juin, je pense que c'est suffisamment clair comme quoi le client valide le devis qui est 6 juin. Donc pour moi, c'est bon. Maintenant, je sais pas ce que je préconise en premier. Est-ce que je préconise en premier parce que maintenant il existe plein d'outils de signature électronique faciles, voire même des fois gratuits, c'est de faire signer électroniquement son devis avec les CGV qui sont annexés au devis. Comme ça, tu t'assures de la validité électronique, on va dire, de cette signature. Ou sinon de faire signer à la main, mais à la main, enfin, franchement, on est en 2023, ça se fait plus vraiment. Mais c'est toujours possible. Donc voilà, c'est possible de faire signer bon pour accord, enfin de faire valider avec un bon pour accord, mais c'est pas ce que je préconise en premier. Voilà. Et si on revient sur le sujet donc de à qui appartiennent les articles de blog que tu délègues, ce qu'il faut du coup avoir en tête quand tu veux protéger les articles de blog dont tu as délégué la rédaction, c'est qu'effectivement tu fais tout le processus de CGV, tu récupères les CGV de ta prestataire, tu les lis, tu les acceptes. Première étape. Quand tu les lis, tu fais bien attention à ce que la session elle soit la plus large possible pour que, comme on le disait, si tu veux l'adapter en podcast, si tu veux faire la promotion d'un produit, un service et que tu veux utiliser l'article pour cette promotion-là, bah, tu puisses le faire. Que cette session-là, elle te soit cédée à titre exclusif, c'est-à-dire que toi, Sandra, quand tu me cèdes la propriété de tes Super intéressant. oui, mais c'est sûr que c'est aussi hyper important. Encore une fois, le contenu est aussi la présence de cette clause est hyper importante, mais le contenu de Oui. cette clause est tout aussi important. C'est-à-dire que quand tu cèdes tes droits, Sandra, tu pourrais dire Pauline, je te cède à titre non exclusif, c'est-à-dire pas qu'à toi, la propriété intellectuelle de cet article de blog. Donc, ce qui veut dire que tu pourrais céder à une autre cliente ce même article de blog. Donc, ce qui voudrait dire que toi, en tant que client, tu peux te retrouver avec le même article de blog chez une de tes concurrentes parce que c'était écrit comme ça dans les CGV. C'est un sujet très, 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 très intéressant puisqu'évidemment, en stratégie de contenu, avoir 2 articles sur 2 sites différents, c'est ce qu'on appelle du duplicate content et ça peut blacklister en fait les 2 sites, rendre invisibles les deux sites et du coup, il y a une vraie conséquence sur la stratégie sur les résultats attendus, stratégiques et sur les résultats attendus. Donc ça, c'est une clause qui est vraiment il y a des CGV. Quand est-ce que l'article, du coup, pour protéger les droits de la cliente, est-ce que j'ai des CGV donnés par ma rédactrice? Quand est-ce que je récupère la propriété intellectuelle de mon article? Quand est-ce que l'article est à moi? Quel est ce que tu as dit, le champ d'application de cette session? Qu'est-ce que je peux faire avec cet article? Et j'ai la propriété exclusive, c'est-à-dire que ma rédactrice ne vend pas cet article à plusieurs personnes à la fois. Exactement. Et pour finir, il y a aussi 2 sujets importants à retrouver dans cette clause-là. C'est la territorialité, c'est-à-dire j'ai les droits pour la France uniquement
pour le monde Oui, entier, évidemment. pour, je sais pas moi, pour l'Espagne, pour le Portugal, parce qu'imaginons, je n'habite pas en France, moi, en tant que cliente, j'habite en Bulgarie. Est-ce que je peux exploiter aussi cet article en Bulgarie lorsque je fais la promotion à mes clients bulgares? Est-ce que j'ai les droits pour 5 ans, 10 ans pour la durée légale, sachant que la durée légale, c'est toute la durée de la vie de l'auteur plus 70 ans après son décès. Donc, est-ce que c'est la durée légale ou est-ce que c'est une durée de temps? Et ça, c'est des choses qu'il faut avoir dans la clause de cession et qui doivent être adaptées et raisonnables par rapport aux articles de blog. C'est-à-dire que toi, Sandra, tu me dis, je te les cède, mais pour 2 mois. Je te dis, ah là, Sandra, ça coince. Je Je pense dois, que pour la stratégie, les avoir beaucoup plus longtemps. un petit peu, ça regroupe un petit peu la question de Marion. Là, as-tu des exemples de clauses abusives qu'une rédactrice pourrait mettre dans ses CGV, donc quand on est cliente, et à quoi dois-je faire attention? Donc, je pense que à quoi dois-je faire attention? C'est les points, je pense que Pauline vient de citer, et les clauses L'étendue, abusives, ouais. la durée, comme tu viens de dire, 2 mois, aucun intérêt, le contenu exclusif ou pas, parce que ça me paraît tellement aberrant, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais ça me paraît tellement aberrant. Une rédactrice qui vous donne pas l'exclusivité de l'article, quel intérêt? C'est possible. Et Euh, quatrième, la euh, territorialité, l'étendue voilà. géographique. Donc pour reprendre un petit peu, parce que je pense que cette partie, tout était important, mais je pense que cette partie, elle est très 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 importante. Comment se protéger et à quoi faire attention quand on est client, qu'on achète des articles de blog. Est-ce que ma rédactrice a des CGV? Est-ce que elle me les donne? Et je dois les valider avant de commencer la collaboration. Pas de collaboration sans les CGV quand même. S'il n'y a pas de CGV, ça veut dire que toute la propriété intellectuelle, les articles, etc. sont à elle et en gros, vous n'avez pas de droit supplémentaire par rapport à ça. Le deuxième sujet, c'est de vérifier les clauses sur les CGV par rapport à cette cession de propriété intellectuelle. Combien de temps avez-vous le droit? Parce que comme dit Pauline, si c'est 2 mois, quel intérêt? Est-ce que c'est du contenu exclusif? Donc elle peut pas le revendre à quelqu'un d'autre. Sur l'étendue géographique, donc est-ce que vous n'êtes pas en France, vous avez le droit quand même d'utiliser l'article, etc. Et sur l'étendue de la cession de propriété intellectuelle, donc est-ce que vous pouvez utiliser cet article pour faire un podcast, pour communiquer sur un lancement, sur un produit, pour communiquer sur votre newsletter, etc., etc. Je pense que j'ai rien oublié, c'était les 5 clauses. Exactement, c'est les 5 points importants. Après, je tiens juste à préciser quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de clause abusive dans le sens où c'est le droit de la rédactrice web de céder ce qu'elle veut, pour le temps qu'elle veut et pour les territoires qu'elle souhaite. Donc, ce n'est pas abusif le fait qu'elle limite. Par contre, effectivement, il faut, et je pense que, et moi c'est ce que je ferais, en toute honnêteté, si je trouvais que la clause de la rédactrice était déraisonnable, c'était pas adapté par rapport au fait que ce soit des articles qui doivent rester un certain temps sur mon site, etc. Moi j'habite par exemple, que je donnais l'exemple en Bulgarie, j'ai besoin de que ça soit aussi pour le territoire bulgare, etc. Je me permettrais de lui dire est-ce qu'on peut adapter légèrement pour que ça corresponde à ma situation et après à se mettre d'accord avec la rédactrice web pour que ça soit cohérent avec les articles qu'elle fait pour toi. Je sais, Sandra, pour toi en tout cas, que tes CGV tiennent compte justement de tous les enjeux business de tes clientes et justement le fait qu'elles puissent avoir la propriété des articles, qu'elles puissent les utiliser, les adapter si besoin et qu'elles les aient pour une durée suffisamment longue pour que la stratégie SEO fonctionne. Mais aussi, Moi, j'ai un grand enjeu dans la stratégie, donc évidemment mes CGV sont construits là-dessus. elles Mais sont adaptées. après, voilà, on n'en a pas parlé, enfin on en a parlé vite fait ici, mais évidemment qu'il y a quand même des clauses qui protègent la rédactrice sur le fait de ne pas utiliser, tu en as parlé un petit peu vite fait, mais pas Exactement. utiliser les contenus de façon, ne pas les dénigrer, ne pas les utiliser à des caractères injurieux ou dans un cadre qui rentre pas dans le cadre normal de leur utilisation. Et je trouvais, de toute façon, normalement, votre rédactrice, elle devrait être transparente sur vos CGV, donc ça ne devrait pas être un sujet et vous devriez pouvoir avoir accès et discuter de tout ça s'il y a des clauses à adapter. Et quand Pauline parlait des clauses à adapter, je trouvais ça très intéressant aussi parce qu'il y a une question qui m'est posée très très souvent.
Et qui est logique, c'est que je travaille aussi avec des blogueurs et des blogueuses. Donc, je travaille avec des entrepreneurs qui ont, comme Pauline, soit un site de prestation de services, soit un site e-commerce, et du coup, qui ont des rédactions d'articles, enfin, qui produisent des articles de blog. Et à savoir que la rédactrice a aussi le droit de communiquer sur les articles qu'elle produit pour ses clients. Donc, j'ai le droit de partager un article de Pauline, par exemple, en disant que c'est moi qui l'ai écrit, le nouvel article de Pauline que j'ai rédigé Exactement. est sorti, etc. Et ça, bon, ça dépend des CGV de la rédactrice, mais par exemple, dans Exactement. les miens, c'est comme ça. Par contre, et ce qui est entendable, et où Pauline dit que c'est aussi la bonne intelligence d'une collaboration, c'est que je travaille aussi avec des blogueurs et des blogueuses, donc des personnes qui vendent, qui écrivent des articles de blog pour, euh, pour avoir des partenariats, des collaborations, etc. Et que l'article de blog, c'est pas un élément de leur stratégie, mais c'est plutôt ce qu'ils vendent un petit peu, c'est le produit vendu, quoi. Je sais pas si je m'explique bien. Et du coup, dans ce cadre-là, ils souhaitent pas communiquer sur le fait qu'ils délèguent certains de leurs articles de blog et que tous les articles de blog ne sont pas écrits par eux, etc. Donc, je pense qu'une bonne collaboration, voilà, les CGV, ils sont faits pour qu'il y ait une base claire entre le prestataire et le client. Oui. Mais après, tout reste adaptable à votre situation. Moi, voilà, dans mes CGV, je peux communiquer sur les articles que j'écris, etc. Évidemment, si j'ai un client, et ça m'arrive, voilà, automatiquement, je le fais moins. De toute façon, je communique très rare. D'ailleurs, je pense que vous savez même pas pour quel blogueur ou blogueuse j'écris. Mais voilà, je communique pas là-dessus parce que je sais que c'est un fonds de commerce pour eux. Mais vous pouvez demander aussi à votre rédactrice s'il y a une clause, par exemple, j'aimerais que tu cites, voilà, que tu communiques pas sur le fait que tu écris pour moi. J'aimerais que ton nom n'apparaisse pas. Mon nom à moi n'apparaît jamais sur mes articles de blog, sauf quand ma cliente, ça m'arrive, quand ma cliente souhaite que ce soit mon nom qui apparaît. Oui. Mais et là, du coup, ça rejoint tout est adaptable. Exactement. Et là, ça rejoint beaucoup la clause de confidentialité aussi, qui vient protéger le fait de ne pas partager, de ne pas rendre public certaines informations. Et du coup, le contenu de la clause de confidentialité est aussi très important lorsqu'on délègue les articles de blog à une rédactrice web. C'est de savoir quel niveau de confidentialité on met quand moi, en tant que cliente, je divulgue des informations par rapport à cette délégation et quand la rédactrice web divulgue des informations au public par rapport à cette délégation. Donc, c'est hyper important. Et si je peux me permettre aussi, quand tu veux te protéger vis-à-vis des autres, là, on se protégeait plutôt par rapport au fait de récupérer les droits de la rédactrice web à soi en tant que cliente. Mais il y a aussi, une fois qu'on les a sur son site, une fois que les articles sont publiés, le fait qu'il n'y ait pas de plagiat, de choses comme ça, et c'est important aussi de préciser via un paragraphe qu'on insère dans les mentions légales le fait que les contenus visuels et œuvres sur le site appartiennent par exemple à moi qui suis la propriétaire du site, etc. Et bien l'annoncer de sorte à ce que la personne ne puisse pas dire « Ah mais je ne savais pas que c'était ton contenu ». Etc. Et que les choses soient claires sur ce sujet. Voilà, c'est important. Et également. Tu as raison de préciser que du coup, les CGV sont là pour créer une base entre eux. Après, tout est adaptable suivant les conditions, la collaboration, etc. Mais du coup, la confidentialité, la clause de confidentialité aussi est importante si vous avez besoin qu'il n'y ait pas de communication sur le fait que vous déléguez vos articles de blog. Si vous ne souhaitez pas, voilà, vous pouvez être aussi une boutique et pas, pardon, j'ai donné un coup de pied dans le truc, et pas communiquer sur le fait que ce soit pas vous qui rédigez les articles. Peut-être que dans votre com, vous partez du principe que c'est vous, c'est vos textes, etc. Et je le comprends aussi parce que souvent, nous, on rédige des articles à la première personne. Donc, pour garder cette proximité, cette connexion, etc., avec l'audience, on va mettre je, en se mettant à la place de notre cliente. Et ça peut être perturbant pour un client, un client de la cliente. Quelqu'un qui vient acheter, par exemple, un produit et qui se dit, je suis en train de lire l'expertise ou le conseil de cette boutique. Et en fait, c'est pas eux qui rédigent, alors qu'ils mettent je, etc. Donc, je comprends qu'il y a des moments où on n'a pas envie de le dire. C'est pas un problème, mais du coup, pensez bien à regarder quels sont vos droits, qu'est-ce que vous avez validé et quels sont les termes que vous avez bien validés avec votre rédactrice et s'il y a des clauses, comme le disait
Pauline qui conviennent pas ou qui sont pas forcément adaptés, de pouvoir en discuter, de se mettre d'accord avant que la collaboration commence, quoi. Que tout soit clair pour de part et d'autre. Exactement. Exactement. Et pour revenir par rapport aux mentions légales par exemple, de mon site dans lesquelles je pourrais préciser que les contenus qui sont sur mon site m'appartiennent, bien sûr, à supposer que la rédactrice web m'ait bien transféré les droits, mais bien autorisé à dire que je suis maintenant la propriétaire de ces articles de blog. Alors, il faut savoir, petite anecdote, que tu sais, le C entouré du rond, donc qui veut dire dont je te parlais tout à l'heure. dont tu me parlais tout à l'heure, ça, donc du copyright, donc c'est du droit anglo-américain. Et le fait de mettre ce petit sigle à côté, par exemple en pied de page, etc., ça n'a aucune valeur en France. Ici, C'est on intéressant. applique le droit, mais oui, c'est pour ça que je précise, parce que la pratique fait qu'on en voit un peu partout. Mais en France, on applique donc le droit de la propriété intellectuelle et précisément le droit d'auteur. Le droit d'auteur n'impose pas du tout de devoir préciser un quelconque sigle pour dire que son contenu, ses articles sont protégés. Ils sont protégés de fait parce que l'auteur a créé. Donc, du fait qu'il crée, c'est lui le père ou c'est elle la mère de cette œuvre dont elle transfère les droits à sa cliente. Et donc, la cliente devient elle-même, on va dire, la mère de cette œuvre sans avoir besoin de dire je suis la mère de cette œuvre avec ce copyright. Il n'y a rien besoin de le préciser. On peut, de manière, on va dire, pour anticiper tout problème, faire un paragraphe dans les mentions légales pour dire tous les droits sont réservés à Pauline Woods, imaginons, concernant les contenus, etc. sur le site. Mais même si tu ne le mets pas, ça ne remet pas en question le fait que tu restes propriétaire de ces choses-là. C'est important de Super le préciser. intéressant. Je voulais finir, mais je pense qu'on a fait un petit peu, on l'a répété pour que ce soit assez clair. Donc, je pense que, à part si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, mais j'avais mis quelles sont les meilleures pratiques en matière de propriété des articles de blog quand on les fait, quand on les délègue. Bon, je pense que du coup, on a fait le topo assez clair de vérifier, enfin récupérer, vérifier, valider les CGV de sa rédactrice, vérifier les clauses qu'elles correspondent exactement à ce qu'on veut et communiquer de façon du coup légale, utiliser en tout cas les articles qu'on a achetés de façon légale, etc. Je ne sais pas si tu voulais rajouter là-dessus ou sur les bonnes pratiques. Oui. On a. Je vais rajouter deux On a choses. fait le tour. Je vais rajouter deux choses par rapport aux bonnes pratiques. Alors, on a beaucoup parlé du contenu, des droits que la rédactrice cède à la cliente, mais on n'a pas parlé du fait que la rédactrice, elle peut aussi aller prendre une image qui est protégée par le droit d'auteur et que l'auteur de cette image se retourne contre la cliente parce qu'il l'a vue sur le site de la cliente. Et que dans la fameuse clause de propriété intellectuelle, il est aussi important de préciser que toi, en tant que client, tu peux te retourner à l'encontre de la rédactrice web si elle va prendre un contenu qui est protégé par le droit de la propriété intellectuelle et qu'elle fait une contrefaçon, qu'elle est responsable d'une contrefaçon. Voilà, une image ou des droits de quelqu'un d'autre. Voilà, dans la mesure où, je sais pas, telle rédactrice qui va copier un tableau hyper connu et le mettre, est-ce qu'elle avait les droits pour le faire? Imaginons que non. Imaginons que le propriétaire de ce tableau me contacte et me dise Madame, c'est de la contrefaçon ce que vous faites. Là-dessus, je fais juste une petite aparté là-dessus, mais il y a une différence entre le fait de copier, par exemple, un tableau ou une partie d'un texte, ce qui est interdit, et le fait de citer une partie d'un texte ou de prendre, de remettre dans un article un tableau qui est très connu et de citer la source. Ça, c'est différent. Ça, c'est pas du. Exactement. C'est pas du. Voilà. Vous avez le droit de citer un texte d'un autre texte, etc. Nous, on parle du fait que tu copies-colles une partie d'un texte ou que tu piques une image. Moi, je vais sur le site Ma Tasse de thé. Je trouve que l'image de du thé et des sachets thé sont super sympas. Je le prends, je le mets sur mon site pour illustrer un article que j'ai fait. Ça, c'est interdit. Voilà. Je peux pas mettre en image de couverture une image d'un e-shop ou de n'importe quoi qui est sur Internet comme ça. Exactement. Effectivement, c'est donc voilà, c'est ce qui s'appelle de la contrefaçon et donc avoir la clause qui va bien pour que si besoin on se retourne vers la personne qui a fait cette contrefaçon-là. Effectivement, c'est à ne pas mélanger avec le droit de citation, le droit de citer. Voilà, c'est important. Et le droit de citer qui est tout à fait, qui est une liberté qu'on a tous de faire et qui fait qu'on n'est pas embêté en cas de dans le cas où on citerait une œuvre. Et
Et dernier point, ça serait de dire que justement, si on veut pousser le bouchon de la protection, on peut aussi, pour se constituer des preuves qu'on a écrit à telle date tel article et que c'est bien nous qui sommes propriétaires, que ce soit toi, rédactrice web ou toi client, tu peux aussi utiliser le système de l'enveloppe solo. C'est un système qui est proposé par l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, hein, qui est le site INPI. Et donc, en fait, c'est maintenant une procédure qui est dématérialisée, qui peut se faire en ligne. Et en fait, tu viens déposer chez eux, sur leur site, ton article de blog. Et du coup, ça vient horodater et ça vient rattacher le fait que c'est toi qui est à l'origine et donc c'est toi qui as la propriété de cet article. Dans le cas où d'autres personnes auraient dupliqué, auraient fait du plagiat. Et comme ça, c'est une preuve que tu as juste à montrer et ça coupe court à tout problème si jamais il y avait plus de contentieux, voilà, de litiges autour de la contrefaçon et du plagiat. Super intéressant. Ouais. Bah écoute, pardon, je me moi je permets juste vois le nombre de contenus que j'écris, alors ça me fait peur de faire ça, mais en tout cas, je te remercie pour toutes les infos, Pauline, parce que c'était hyper intéressant et c'est vrai que ça resitue les clientes pour se protéger et pour savoir aussi ce qui est important pour elles de noter. Il y a la partie rédactrice, en tant que rédactrice, comment je fais pour protéger mes textes et qu'ils se retrouvent pas évidemment dans un hors contexte ou exploités ou revendus, etc. En se disant que voilà. Et en tant que cliente, c'est un contenu que j'achète, donc c'est à moi. Bah oui et non. Voilà. Donc j'espère que tout ça vous aura donné des clés, etc. N'hésitez pas, je vais mettre le replay à reposer des questions s'il y a des choses auxquelles Pauline n'a pas répondu. Voilà. Et je te propose, Pauline, de finir sur ton actualité, Oui. sur le partage de ce qui va sortir, Ouais. etc. Tout à fait. Alors tout à l'heure, je disais qu'effectivement, j'ai un site qui s'appelle paulinewoodsoffice.fr qui est un site permettant de personnaliser des templates juridiques, soit des contrats ou par exemple les mentions légales, la politique de confidentialité, etc. Et qui s'adresse aux entrepreneurs du web. Et je lance tout un tas de nouveaux templates le 3 juillet prochain. D'ailleurs, j'ai ouvert une liste d'attente pour ceux que ça intéresse, qui est disponible sur mon site. Vous allez dans ma bio Instagram, vous avez directement l'accès à mon site. Et donc, en vous inscrivant à cette liste d'attente, vous allez avoir accès à des exclusivités et bien sûr à des surprises aussi. En avant-première du lancement qui donc se fera le 3 juillet prochain avec un beau catalogue de plein de nouveaux templates juridiques personnalisables. Et je tiens à préciser que quand je dis personnalisable, donc c'est la personne qui achète le contrat qui personnalise elle-même sur le site, mais non pas en allant rédiger les clauses. J'ai cherché à vous faciliter la tâche un maximum et à dédramatiser le sujet juridique. Justement en simplement répondant à un questionnaire de personnalisation. Et ce seront les réponses à ce questionnaire qui généreront automatiquement votre template personnalisé par rapport à vos réponses. Donc, c'est simple. Oui, ce qui fait que ça garantit, on ne peut pas tout changer. Ça garantit que le template et les CGV sont vraiment légales et qu'il y a toutes les mentions importantes, etc. Mais que nous, on peut juste adapter à 100% à notre activité et je suppose à nos choix. Par exemple, comme là, on parlait de sur quelle durée la session, qu'est-ce que je cède exactement, etc. Donc, je suppose que c'est des options comme ça qu'on peut choisir suivant notre désir, quoi. Exactement, c'est par rapport à nos offres. En fait, on peut personnaliser par rapport à nos offres, mais après, les fondements juridiques, eux, ils restent, ne sont pas modifiables dans le sens où c'est important de les garder. Et justement, l'idée, c'est que voilà, vous puissiez personnaliser les sujets qui sont importants de personnaliser et que tout le reste, ça a été fait par une juriste, en l'occurrence moi, et que vous n'en avez pas à vous en occuper. Et en répondant simplement et rapidement à ce questionnaire, vous avez dans les 30 secondes qui suivent votre contrat personnalisé. C'est l'idée de la plateforme. Voilà. Je voulais un petit peu repréciser parce qu'on a parlé beaucoup de rédactrices, mais c'est pas des templates dédiés aux rédactrices. Il y a des templates pour les rédactrices, mais c'est pas des templates dédiés spécialement aux rédactrices. Oui. Voilà, donc peu importe votre secteur d'activité, nous on en a parlé dans le cadre évidemment des articles de blog, etc., des clientes et des rédactrices, mais c'est pas c'est pas que des templates pour les rédactrices, c'est pour des entrepreneurs du web.
Exactement. Par Donc, il y aura exemple, j'ai plusieurs des types de templates métiers. exactement pour les assistantes virtuelles, pour les coachs et thérapeutes, pour les photographes, pour les personnes qui proposent des programmes en ligne. Enfin, vraiment, voilà, les entrepreneurs du web qui ont besoin de templates juridiques qui soient facilement personnalisables et rapidement. Voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup en tout cas Pauline d'avoir répondu à nos questions. Le sujet Merci était beaucoup. super intéressant. Je suis trop contente que tu aies pu nous proposer ce contenu sur mon compte. Et puis, je vous dis à très bientôt. À bientôt Pauline et je vous mets tous ces comptes, etc. sur la petite description dans le replay. À plus Merci tard. beaucoup, Sandra. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Bye. Je te vois encore, Sandra. J'arrête, promis.